Bon après-midi à toutes et à tous. Donc, on a convenu que je ferai cette présentation en français, où je vais aborder dans les 10 minutes, premièrement, le contexte de neutralité climatique qui a déjà été cité, mais qui est devenu vraiment fondamental et très prégnant à tous les niveaux. Deuxièmement, perspective sur le secteur de transport, notamment en Belgique. Et enfin, aborder spécifiquement la question de la tarification du carbone, notamment en lien avec le débat national qui a eu lieu. Alors, de commencer par dire que même si la COP26 est retardée d'une année en principe en raison de la crise sanitaire, ça n'empêche pas d'avancer au niveau international en matière de négociations, notamment sous l'égide des Nations Unies, même si une série de dialogues et de rencontres ont dû avoir lieu de manière plus informelle. On a quand même des annonces particulièrement importantes, notamment en ce qui concerne la Chine, avec des objectifs de réduction maintenant vers une neutralité avant 2060 et des annonces aussi qui sont faites et des contributions volontaires qui sont mises à jour pour 2030 du côté de la Chine. Voilà, vous avez suivi comme moi, comme nous tous, les élections aux États-Unis et vous savez que le prochain président est en faveur d'une neutralité climatique également en 2050. On a eu des annonces également du Japon, de la Corée du Sud. Et puis, vous savez aussi que l'Union européenne s'est fermement engagée vers une neutralité climatique en 2050 et que nous sommes en train de discuter le rehaussement de l'objectif de 40%, de réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990. On est en train de discuter ce relèvement de l'objectif. En tout cas, c'est la proposition de la Commission européenne, au moins 55% en 2030, avec cet arsenal de mesures, ce paquet, cet ensemble de législation qui est prévu, qui est déjà en train de voir le jour dans le cadre du Green Deal, avec toute une série d'éléments qui sont de nature relativement générale et d'autres évidemment assez spécifiques, même tout à fait spécifiques au secteur du transport. Alors au niveau belge, la Belgique a remis une stratégie de long terme, conformément au règlement de gouvernance de l'Union de l'énergie. Elle a remis cette stratégie au début de cette année. Alors, le comité de concertation au niveau belge qui a visé, donc qui a approuvé cette stratégie, qui est composée notamment de 3 stratégies régionales, elles-mêmes approuvées par les gouvernements respectifs, eh bien, le comité de concertation considère cette stratégie comme une stratégie à minima, dans le sens où il y a de l'ambition dans cette stratégie, mais il considère que l'ambition pourrait probablement être plus importante et envisage de réviser cette stratégie de long terme de manière régulière. Néanmoins, toujours est-il que pour ce qui concerne le secteur des transports, là, il y a unanimité. Le cap, c'est 0 tonnes de CO2 en 2050. Donc, à la fois au niveau international, au niveau européen et même au niveau belge et au niveau de chacune des régions, le cap est très clair. On doit décarboner complètement le secteur des transports, en tout cas pour ce qui concerne le transport domestique ici, à l'horizon 2050. Alors, au niveau des perspectives en Belgique, vous connaissez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre historiques, ici représentées en jaune-orange. Bon, la question, c'est comment s'écarter d'un scénario avec mesures existantes, où les projections officielles prévoient, sans nouvelles mesures mises en œuvre, encore une hausse des émissions dans le secteur domestique du transport. Par contre, si on met en œuvre les mesures prévues dans le plan national énergie-climat, si on les concrétise aussi, et bien à ce moment-là, on commence à se situer sur une trajectoire de décarbonation qui ne serait toutefois pas suffisante si on souhaitait s'approcher d'une trajectoire linéaire, comme vous le voyez ici. Si on veut atteindre 0 en 2050, cela veut dire que l'on doit quand même, pas tout à fait, mais presque doubler l'effort annuel moyen après 2030. Alors, les grands leviers sont connus et ils sont régulièrement évoqués aussi par les fédérations pétrolières, notamment au niveau des leviers technologiques et en particulier du rôle des carburants alternatifs. Évidemment, l'électrification, on s'attend dans tous les scénarios à ce qu'elle joue énormément aussi, notamment au niveau des voitures personnelles, mais quelque chose qui, à notre avis, est pas suffisamment mis en avant. Ce sont tous les leviers de nature comportementale, organisationnelle, voire culturelle, en termes de réduction de la demande de mobilité, donc de kilomètres parcourus par personne, des transferts modaux massifs ou des changements dans les taux d'occupation ou dans l'optimisation, notamment en termes de frais. Donc, les possibilités sont là, les leviers sont identifiés.
Et donc, l'enjeu, ça va être de concrétiser ça. Alors, au niveau d'un instrument, de cette tarification du carbone, un instrument que nous voyons évidemment comme un instrument parmi d'autres, et je vais y revenir dans un instant, ce n'est évidemment pas neuf, hein, ça fait même des dizaines d'années que les économistes parlent de cet instrument, ça fait longtemps qu'il est mis en œuvre aussi dans toute une série de pays, vous le voyez ici de par le monde, même la Chine s'y est mise également. Alors, pour ce qui concerne le secteur des transports, là, vous voyez qu'il y a toute une série de pays qui ont opté pour un système de tarification sous la forme de taxes. Les pays scandinaves, évidemment, mais aussi l'Irlande, aussi la France, aussi la Suisse. Et vous devez savoir que le Luxembourg va introduire un système l'année prochaine aussi, donc une tarification du carbone qui va augmenter de 5 € chaque année pendant un certain temps, que l'Allemagne a décidé aussi de mettre en œuvre une tarification du carbone dans les secteurs non ETS, avec des niveaux de prix qui vont aller jusqu'à 55 € la tonne de CO2 en 2025, ce sont les projets en tout cas à l'heure actuelle. Donc c'est un instrument qui clairement est utilisé, notamment en Europe, pour compléter le marché des quotas d'émissions qui couvre l'industrie et l'électricité. Alors, vous l'avez dit en introduction, nous avons organisé un débat national sur la tarification du carbone dans les secteurs non ETS, débat qui a duré 1 an et demi, donc on a essayé de s'appuyer au maximum sur des analyses, sur du benchmarking, sur des études de ce qui se fait à l'étranger, donc dans les autres pays, des comparaisons de prix également. Et même si nous n'avons pas recherché nécessairement un consensus hein, parmi les participants, ça je dois le dire clairement, néanmoins, une série d'éléments nous ont rassemblés, notamment les 3 points suivants. Premièrement, c'est que l'instrument de tarification du carbone, il doit être vu dans une optique de long terme, dans une volonté de peser sur les choix d'investissement, donc à 10 ans, 20 ans, 30 ans, et donc il y avait un soutien pour la notion d'un prix, d'une trajectoire qui soit croissante au fil du temps. Deuxième point, c'était de dire que la tarification du carbone en tant que telle ne suffit pas. Elle doit être absolument accompagnée par toute une série de mesures, que ce soit pour permettre des substitutions, il faut des infrastructures par exemple, ou des politiques évidemment de compensation, notamment pour les ménages en situation de pauvreté ou de précarité énergétique. Et troisième point, c'était une forme de neutralité budgétaire, ou en tout cas le fait que les recettes devaient être fléchées, devaient être identifiées, que son usage devait être identifié, et potentiellement revenir vers les acteurs qui auraient payé pour cette tarification du carbone. Alors, si on regarde un peu les différents combustibles, je vais regarder rapidement ici le prix de l'essence en Belgique par rapport aux pays voisins, et on a rajouté ici l'Irlande et la Suède qu'on avait analysé plus en détail, qui possédaient également une tarification du carbone. On voit qu'on a un petit peu plus bas en Belgique par rapport aux pays voisins. Si on regarde le diesel, on voit qu'on est plutôt dans le haut, là par rapport aux autres pays, sauf si on tient compte du remboursement qui est fait pour le diesel professionnel, que vous voyez identifié par le niveau en rouge, où il y a un système semblable en France, mais où le remboursement est moindre, et en Irlande, mais c'est assez minime. Et donc, quand on parle du diesel professionnel, à ce moment-là, on a un niveau qui est légèrement plus bas par rapport aux pays voisins. Ce qu'on a discuté comme type de tarification du carbone, c'était d'appliquer sur tous les combustibles fossiles, sous 2 modalités possibles, soit sous la forme d'une tarification routière, road pricing, ce serait potentiellement une des composantes, ou alors, plus pratique et plus direct, probablement via une composante carbone dans les axes, avec un traitement spécifique pour le diesel professionnel, afin de s'assurer qu'on ne dépasse pas la moyenne des pays voisins, une forme de norme, si vous voulez, pour tenir compte des aspects de compétitivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a discuté 3 niveaux de prix différents. D'abord, on commencerait avec un prix minime. Vous voyez l'impact que ça peut avoir. C'est le premier petit bloc orange sur les différents combustibles. C'est minime, ce n'est pas perceptible, mais ça permet d'enclencher le système. Et puis, on pourrait aller vers 2030 à des niveaux de 40, 70 ou 100 euros. On n'a pas tranché. Et vous voyez ce que ça représente en termes d'augmentation de prix à la pompe. C'est significatif, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est susceptible de peser sur des switches, notamment vers l'électrification. Au niveau de la facture énergétique, qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente une composante carbone en termes de dépenses qui est plus importante. Vous voyez, 30 euros en 2020 qui augmente en 2030 à 115 euros par véhicule ici, sachant que la facture totale va baisser pour différentes raisons, pour autant qu'on s'inscrive bien dans un scénario de décarbonation complet à long terme. Et mon avant-dernier slide sur les recettes qui vont pouvoir être tirées
d'une telle tarification, sachant par ailleurs qu'évidemment, on aurait une perte d'accise aussi qui serait liée à la décarbonation, indépendamment de la question de la tarification du carbone. On serait de l'ordre de 1 milliard, 1,5 milliard pour le secteur du transport autour de 2030-2035. Et on a discuté des différentes formes d'usage de ces recettes, soit de recyclage relativement général, charge sur le travail, électricité, ou alors une redistribution plus proche des gens ou plus proche du secteur de marchandises, notamment en termes d'infrastructures, par exemple. Alors, pour conclure, la direction elle est claire, neutralité climatique, on vise de zéro, même en Belgique. Tout ce qui ne va pas être conduit par des prix, donc par notamment une tarification du carbone et d'autres types de changements de prix, devront être conduits par d'autres instruments, y compris des normes, des interdictions. Et donc, c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit. L'objectif, il est fixé. Si on ne le fait pas par des prix, ça va avoir d'autres impacts en termes de compétitivité ou en termes potentiellement d'aspects redistributifs si on utilise d'autres instruments. On a identifié toute une série d'options. Un enjeu va être de voir comment articuler le système au vu des évolutions possibles au niveau européen. Et enfin, j'insisterai pour dire que, à notre avis, la clé dans la conception d'un tel système, c'est l'usage des recettes qui en est fait, la transparence par rapport à cet usage, et donc qui permet un échange avec les différents acteurs, pour savoir exactement les impacts que le système pourra avoir sur leur activité. Je vous remercie de votre attention.